Je préfère me lever pour introduire la discussion entre le panel et le public. Mais avant cette discussion, je voudrais me permettre de faire une rapide synthèse des différentes interventions qui sont passées. Avant moi-même, peut-être d'introduire les échanges par un certain nombre d'interrogations que m'ont suscité les différentes interventions de nos experts. Pour simplifier, parce que j'ai l'avantage de connaître un tout petit peu la géographie du public ici représenté, qui est constitué de 3 types de publics. Il y a une famille d'opérateurs économiques, un groupe de personnes ici qui sont des opérateurs économiques, qui sont des porteurs de projets et qui sont venus dans l'espoir de se dire qu'est-ce que je peux un jour gagner à travers le système de financement islamique? Est-ce que tel projet que je suis en train de monter, je pourrais le monter avec l'appui de la finance islamique? Il y a un autre groupe, ce sont les institutionnels, si j'ai pu dire, qui sont un peu les faiseurs de la chose et qui sont là et qui accompagnent aussi les opérateurs économiques. Maintenant, il y a un autre groupe, le troisième, qui est constitué d'un public de juristes ou de praticiens des banques, qui, eux, viennent vraiment s'interroger sur des aspects de la faisabilité concrète des choses, telles que cela pourrait paraître pour eux une sorte d'acquisition des outils immédiatement exploitables dès la fin de cette session, si j'ai pu dire. Mais pour commencer et pour nous mettre d'accord, parce que cette activité, ce colloque intervient dans un environnement où, lors d'une conférence de presse, j'ai dû parler du rapport que nos pays développent avec la finance islamique, et Maître de Vauplan l'a évoqué, qui est un rapport d'ignorance complète. Et j'avais dit dans une interview que la finance islamique souffre dans notre région de ce que j'appelle le syndrome bantou. Le syndrome bantou, c'est que si je suis au Niger ou au Sénégal et on me parle de la finance islamique, ma réaction sera différente que si je suis en Guinée équatoriale ou au Congo. Parce que dans nos zones, dans notre région plutôt bantou, où l'islam n'a pas tout à fait pénétré, tout ce qui renvoie à l'islam peut paraître étranger. Or, si on est dans la zone sahélienne, c'est vrai, c'est un peu plus dégradé qu'au Maghreb, mais c'est quand même beaucoup plus réel, la réalité de la pratique islamique, y compris dans l'accès au crédit, au financement, et beaucoup plus dans les cultures. Si tel est le cas, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose, pour rassurer aussi le public ici présent. On a évoqué la charia comme étant la source du droit de la finance islamique. On a évoqué des termes, n'est-ce pas, une terminologie d'ailleurs que seuls les musulmans sont censés à première lecture maîtriser, comme le fiqh et toutes ces sources du droit musulman. Mais je voudrais aussi qu'on n'oublie pas une chose. Pour nous, les juristes civilistes, puisque nous sommes tous issus de cette tradition, n'oublions pas que le droit que nous pratiquons dans nos prétoires, dans nos cabinets, à l'université ou dans les activités que nous faisons, est un droit inspiré des règles religieuses, fondamentalement. Parce que quand vous lisez les premiers jurisconsultes français, même Mazot, par exemple, c'est un juriste chrétien. Il a d'abord été inspiré, quand vous voyez le droit de la famille, comment il est organisé, il est organisé à partir des livres saints, n'est-ce pas, à partir de la Bible, pour organiser le droit de la famille et les rapports, n'est-ce pas, de famille. Et on comprend donc que ce n'est pas nouveau qu'un instrument économique soit commandé par une règle plutôt confessionnelle, si j'ai pu dire.
Et c'est simplement le cas dans la finance islamique, mais c'est dans le cas du droit que nous pratiquons. Deuxième aspect de mon intervention, en termes de synthèse, il m'a semblé, globalement, sans reprendre mot à mot les différents intervenants, que la finance islamique, telle que présentée à ce stade de nos échanges, développe 7 caractères que j'ai notés, n'est-ce pas, qui sont des caractères synthétiques. Le premier caractère, c'est que c'est une finance alternative. Alternative parce qu'elle vient remplacer ou compléter un système de financement déjà connu et pratiqué, la finance conventionnelle incarnée par nos banques que nous connaissons. Personne ici ne peut ignorer les banques que nous avons autour de nous, que ce soit les banques commerciales pures ou les établissements de microfinance ou d'autres structures de financement. Or, la finance islamique vient donc, aux côtés de ce système de financement, développer un autre système qui permettrait donc à des opérateurs économiques, à des ménages, d'avoir le choix d'aller soit dans la finance classique, soit dans cette finance alternative. Ça, c'est un premier élément. Et cette alternative est fondée justement, y compris sur une réglementation elle-même et une pratique elle-même alternative, comme on a vu, effectivement, avec des principes et des exigences très forts, comme l'interdiction de l'intérêt, comme l'interdiction de l'évitement plutôt de l'aléa, et puis on a vu le partage de bénéfices et même des pertes. Le deuxième caractère que j'ai cru devoir isoler, c'est le caractère systémique. Mon ami Seck a dit systématique, mais on l'excuse parce que c'est un anglophone, un Sénégalais anglophonisé. Donc, c'est plutôt un caractère systémique, tel qu'aujourd'hui, la finance islamique n'est pas une opération ponctuelle. Ce n'est pas comme un don ou une intervention d'une fondation qui vient dans un pays ou pour des acteurs les financer et puis à la fin se retirer. La finance islamique s'incruste dans nos pratiques de financement et nous accompagne aussi longtemps que nous accompagnera la finance classique et probablement plus longtemps que nous accompagnera la finance classique, parce qu'il est possible, avec le mouvement qu'on a vu que M. le ministre a évoqué tout à l'heure, que la tendance aille jusqu'à s'inverser, et ou même dans nos pays plutôt laïques, que ce soit la finance islamique, parce que plus solidaire, parce que plus équitable, parce que plus protectrice des opérateurs économiques, qui sera la finance, le système de financement majoritaire. Donc, c'est systémique, ça rentre justement dans nos pratiques et de manière définitive. Le troisième caractère, c'est le caractère formel de la finance islamique. La finance islamique apparaît, d'après les interventions qui ont suivi, comme une finance qui n'est pas informelle, parce qu'on nous a présenté la Banque islamique et le groupe qu'elle représente. Et tout ce groupe-là, y compris ces filiales qu'on n'a pas évoquées, parce que j'ai compris dans mes lectures que la Banque islamique est avant tout une société anonyme qui a des filiales, n'est-ce pas? Des filiales en Turquie, en Indonésie, me semble-t-il, mais qui a aussi des agences d'exécution. Et parmi les agences d'exécution, nous avons ICD, nous avons l'agent d'exécution qui a été présenté pour le système d'assurance, et nous avons l'agent d'exécution qui est l'IRTI, qui est le centre de recherche et de formation islamique, mais toujours dans le même groupe. Donc quand on a cet ancrage institutionnel-là, avec cette antériorité historique, regardez une institution qui est née en 1975, et qui aujourd'hui est en plein développement. Cela veut dire qu'elle a traversé toute l'époque de la jeunesse et qu'elle est en pleine maturité. Donc c'est une finance formelle, et d'autant plus formelle qu'elle est commandée par une réglementation qui aussi est spécifique et qui ira en se formalisant davantage. Déjà, on a vu dans le Maghreb, c'est le cas.
On est en train de voir qu'en Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA, c'est quasiment le cas. Et la perspective est en train de s'annoncer, de s'ouvrir pour nous dans notre sous-région, que notre réglementation bancaire, financière globale puisse adopter la réglementation, les normes de la finance islamique pour renforcer donc cette teneur formelle que je relevais comme quatrième caractère. Cinquième caractère, c'est le caractère participatif de la finance islamique. Participatif, pourquoi? Parce que à côté de la finance classique, qui se veut plutôt capitaliste, où il y a un rapport de force déséquilibré par la force des choses, il y a un donneur et un receveur, et le receveur qui se retrouve dans tous les cas à devoir payer et à payer plus qu'il n'a reçu, quelle que soit la situation, même en cas de perte. Or ici, participatif parce que la structure qui finance se positionne non pas comme un financeur simple, mais plutôt comme un partenaire dans l'opération économique qui est financée. Et cette posture de partenaire fait que, à la fin, bien entendu, c'est comme si on était dans un contrat de société, n'est-ce pas, entre les deux, entre la banque et le preneur du crédit, tel qu'à la fin, si l'opération est gagnante, tout le monde gagne. Si l'opération est perdante, en tout cas, la banque ne gagne pas plus que ce qu'elle aura apporté. Et donc, on est dans un système participatif qui a amené d'ailleurs un pays comme le Maroc, je l'ai compris dans une des interventions, à modifier un tout petit peu l'intitulé de ce système de financement pour parler de la finance participative. Probablement aussi pour éviter la teinture et la connotation islamique qui tente à dire que la finance islamique, c'est la finance pour les musulmans. Et je sais, pour avoir été co-organisateur de cette manifestation, qu'il y a des personnes, y compris dans les établissements de microfinance, qui ne sont pas venus à cette rencontre parce que pensant que le colloque s'adresse aux musulmans. C'est dire un peu le niveau d'ignorance dans lequel nous sommes, mais cela est normal, j'ai pu dire. Le sixième caractère, avant le dernier caractère, c'est le caractère technique. Mais j'ai même envie de dire le caractère complexe de la finance islamique. Mais quand je dis complexe, je ne suis pas en train de dire difficile. Je suis en train d'évoquer l'ingénierie qu'on est appelé à mettre en œuvre pour pouvoir épouser les exigences des règles et des normes de la finance islamique afin que des structures puissent se mettre en place, des opérations d'accompagnement de l'économie puissent se mettre en place. Et on a vu ce côté très évolutif et l'interprétation qui se fait au fur et à mesure des règles afin que l'ingénierie puisse trouver une justification en termes de conformité aux règles de la charia. Et le dernier point, c'est le caractère dynamique. Le caractère dynamique de la finance islamique. Nous avons vu entre 1975 et 2018 l'évolution, la tendance qu'il y a dans l'évolution, non seulement dans la mise en œuvre de ce financement, mais aussi dans la diffusion, la promotion du système de financement islamique. Et nous, je dirais, nous sommes plutôt captés, n'est-ce pas, par cette dynamique-là qui explique aujourd'hui, enfin, que ce colloque arrive jusqu'à nous, après avoir été au Maroc, je le sais, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, le côté dynamique, c'est le côté, finalement, le bourgeon, n'est-ce pas, par lequel la chose est en train d'évoluer et qui nous permet de dire que demain, nous irons ailleurs, après avoir eu les premiers enseignements tels que nous sommes en train de les avoir. Je vous remercie. C'était une petite synthèse qu'il me tenait à cœur de faire. Maintenant, juste deux commentaires, deux questions au panel. Monsieur Gamji a évoqué un peu les projets qui sont financés par la Banque islamique et dans les États. Est-ce qu'il pourrait nous dire, pour le cas du Cameroun,
puisque nous y sommes, quels sont les projets qui ont été ou qui sont financés ou cofinancés par la Banque islamique pour que nous touchions du doigt la réalité de l'impact et de la présence de la finance islamique dans notre pays, pour notre État et même pour les économies privées, le secteur privé. La deuxième question s'adresse à M. Walid, qui a évoqué la question du haram, de l'illicite, pour parler simplement. Alors, l'illicite, on ne peut pas vendre, par exemple, a-t-il dit, un poisson dans l'eau. Je voudrais lui poser la question de savoir si on peut vendre un étang de poisson. Un étang de poisson. C'est-à-dire une exploitation de pisciculture. C'est-à-dire je monte ma pisciculture avec des étangs, il y a de poissons. Est-ce que je peux vendre cette exploitation? Parce qu'il y a quand même des poissons que je ne vois pas forcément qui sont dans ces étangs-là. La troisième question m'est inspirée par l'intervention de Maître de Vauplan sur les charia boards. Je me suis demandé pourquoi, et certainement vous avez eu beaucoup de débats comme vous l'avez dit, pourquoi dans la zone UEMOA, on n'a pas décentralisé ces institutions-là au niveau des APB, au niveau des associations, des professions, des banques, qui se retrouvent dans chaque État. Parce que l'avantage de mettre les charia boards au niveau des associations de banques, qui sont déjà des associations institutionnalisées et obligatoires dans chaque pays, c'est permettre aussi d'avoir une conformité, une cohérence entre la pratique religieuse de tel État avec les charia boards, telle que l'appréciation qui serait faite serait beaucoup plus conforme à la culture religieuse islamique de ces États, un peu comme ça se pratique en matière d'assurance, où on a vu que la CIMA a obligé les associations de professionnels des assurances à avoir des commissions d'arbitrage dans chaque pays. Donc, on pourrait éventuellement s'inspirer de cette pratique, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous remercie. Merci, Dr Ousmane. Au niveau des projets financés par la BID au Cameroun, il y en a beaucoup. J'ai en face de moi le frère Aboubakar Abdourassoul, qui est le représentant résident de la BID. Il connaît tous les projets qui sont actifs, qui sont peut-être jusqu'au montant. Il aura plus de clarifications peut-être à apporter. Mais je puis dire, depuis 2016 que je suis les projets sur le Cameroun. Auparavant, j'étais beaucoup plus focalisé sur l'Afrique de l'Ouest et d'autres régions. On a beaucoup de projets. Les plus importants, naturellement, c'est les projets routiers qui ont des montants de financement assez élevés, compte tenu de la nature des projets. Il y a le projet de la route Sangmelima-Djoum, par exemple, qui est en cours d'exécution. Il y a un projet d'une route Bachenga-Ntui-Yoko, je crois, qui est aussi... Il y a un autre projet, je ne me rappelle pas du nom, mais c'est entre Fumban et Bagno, et l'Adamawa. Pardon? L'Enatibati. Donc, on a beaucoup de projets agro-pastoraux. On a un projet dans le nord-ouest qui s'appelle projet de développement d'élevage et de la pisciculture dans le nord-ouest, phase 2. On a un projet agro-pastoral dans les régions septentrionales, les 3 provinces. Le projet de développement intégré de la zone Chari-Logon, qui est à sa deuxième phase. Je crois que c'est un aménagement d'un projet risicole ou d'agriculture sur un périmètre de près de 2000 hectares. Il y a des projets dans le domaine de la santé, de la lutte contre le sida, des projets d'éducation de base, des projets de création de plusieurs centres de santé, etc. Le portefeuille du Cameroun à la BID est très actif, mais je pense que peut-être
Le représentant du Minepad qui est là, Mohamed Lawal, connaît plus qu'avec notre représentant résident. Ils connaissent, ils peuvent nous dire les montants, etc. Il y a beaucoup de projets, du moins du côté BID. ICD, je vais laisser la parole à Salah. Écoute, je vous remercie. Donc, de notre côté, nous avions, il y a à peu près 2 ans et demi, l'ambition d'avoir une présence plus importante et plus significative sur le Cameroun et la sous-région. Nous avions mis en place une ligne globale de financement au bénéfice des institutions financières et bancaires camerounaises qui se chiffrait, je crois, à l'époque, à 40 millions d'euros. Afriland a pu en bénéficier en partie. Nous avions eu des discussions assez avancées avec d'autres institutions locales qui n'ont pas abouti, mais nous ne désespérons pas de conclure des négociations avec ces institutions-là. Ça, c'est pour ce qui concerne spécifiquement le Cameroun. Sur les autres pays de la sous-région, nous sommes présents au Gabon, nous sommes présents au Tchad, enfin les pays de la CEMAC, où nous avons mis en place aussi des lignes de financement, pour certaines qui sont actives, d'autres pas. Mais l'idée est de, à terme, être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus présent. Ce d'autant plus que maintenant, nous offrons la possibilité aussi de mettre en place des lignes de financement pour les institutions de microfinance, ce que nous ne faisions pas il y a quelque temps. Donc maintenant, c'est un volet que nous rajoutons à nos interventions. Donc ça, c'est dans le domaine des lignes de financement. Dans le domaine du conseil, nous avons soutenu Afriland First Bank dans la mise en place de leur guichet islamique, donc qui leur a permis de lancer ce volet-là. Et je pense que dans le domaine de l'industrie, on a essayé certaines choses, mais qui n'ont pas forcément abouti. Si mes souvenirs sont exacts, ça c'est ce qui concerne ICD. Donc les autres volets, que ce soit ITFC sont présents, le trade finance, le commerce international, ils ont des activités, ils ont des partenaires. ISEC, à ma connaissance, je sais qu'il y avait une opération. Et il y a eu une opération aussi avec la Sonara, je pense, à un certain moment. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui sont en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus pourrait être fait, mais il y a déjà un début. Et avec le temps, on pense que le reste va se mettre en place. Juste pour le commerce, je dois préciser que ITFC travaille beaucoup avec la soie de coton. Et avec la soie de coton, on est à une 4e opération, que ce soit d'achat d'engrais ou de machines et d'exportation du coton. On est à plusieurs opérations. Et récemment, comme tu le disais, la Sonara aussi, pour le pétrole. Voilà, c'est le projet que je vais passer. Donc je vais passer la parole à Walid. Oui, donc notre ami Sadjou nous parle de poisson, donc je vois qu'il a faim et qu'il pense plus au déjeuner qu'aux techniques de financement islamique. Donc effectivement, on ne peut pas vendre le poisson dans l'eau et l'oiseau qui est dans le ciel. Pourquoi ? Parce que l'objet n'existe pas, l'objet est indéterminé et le vendeur n'est pas propriétaire de la chose. Donc il y a ici un facteur de gharar, il y a une incertitude qui fait que cette vente est incompatible avec les exigences de la finance islamique. Une étang, l'objet existe, l'objet est déterminé, et le vendeur est propriétaire de l'étang. Donc là, il n'y a pas un élément de gharar, il n'y a pas un élément d'incertitude. Et donc, à mon avis, cette vente est autorisée. J'espère qu'il sera servi en poisson en déjeuner. Merci Walid. Quelqu'un voudrait compléter? Ah oui, la question à mettre. Oui, c'est une très bonne observation. Si je me souviens bien, l'une des raisons qui a conduit à écarter, de ne pas regarder d'ailleurs cette piste-là, c'est toujours la laïcité. C'est-à-dire que les associations professionnelles
ne s'estiment pas en charge des aspects spirituels et religieux. Et donc, au sein de ces associations professionnelles, certaines banques n'avaient peut-être pas du tout la même optique que d'autres en matière de finances islamiques. Et donc, c'est vraiment la question de la laïcité qui a conduit à ne pas aller vers les associations professionnelles. J'ajoute qu'il y a une autre préoccupation qui est vraiment compliquée, qui est entre un Sharia board au Mali et un Sharia board au Togo. C'est peut-être pas exactement les mêmes interprétations, ce ne sont pas les mêmes écoles. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste, parce que, bon, je le dis tout cru, moi je suis catholique pratiquant, donc c'est ça qui est assez paradoxal, j'en conviens, mais je n'y vois pas, et ça me permet de faire un très bon lien avec votre point, parce que comment finalement, moi, en tant que catholique pratiquant, je vois la finance islamique. Je la vois comme une question de compliance. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a ce qui est halal et ce qui n'est pas halal, il y a ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. C'est de l'éthique, finalement. Après, on adhère ou pas à la question religieuse, c'est une question de foi et c'est individuel. Finalement, je vais vous faire une confidence très personnelle, je vois la BID et les filiales de la BID comme un fonds d'investissement qui a une politique d'investissement et qu'on doit respecter. Et si on n'adhère pas à la politique d'investissement, on n'adhère pas à la politique d'investissement. Moi, je suis avocat, j'ai quelqu'un qui a un fonds d'investissement qui me dit voilà mes critères d'investissement, je ne vais pas lui dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas mon jugement à moi. Mon jugement, c'est qu'il y a des critères qui sont prévus, ils doivent être mis en œuvre. Donc, pour un non-musulman, j'allais dire que les principes charia, il faudrait plutôt les prendre comme des principes de conformité à des principes, à des choses, à des valeurs éthiques. Alors, des principes de conformité, c'est vrai que je suis dans un cabinet d'avocats, on travaille beaucoup avec des fonds d'investissement aux États-Unis et ailleurs. J'appelle ça une politique d'investissement. Voilà, il y a des critères d'investissement dans une politique d'investissement. Et si on voyait plus ça sous une forme compliance, plus que charia, pour un non-musulman, j'entends, ça serait plus facile. Si le docteur Sadio me permet, j'ai aussi, pendant ces présentations, j'ai des commentaires que je voudrais partager pour permettre la compréhension, la clarification. Tout d'abord, pour la chose qui n'existe pas. Je ne suis pas un financier, mais vous savez, la finance actuellement est devenue tellement sophistiquée, tellement compliquée. Vous avez par exemple, vous avez tous suivi la crise des subprimes aux États-Unis. Honnêtement, je ne sais même pas ce que signifie subprime, malgré toutes mes lectures. C'est tellement compliqué. Et donc la finance islamique vient dire, mettre un peu de simplification et rappeler des principes élémentaires. Il y a, je crois, 2 ou 3 ans, la chancelière d'Allemagne avait visité la chambre de commerce de Jeddah. On lui expliquait ce qu'était la finance islamique. Et le président de la chambre de commerce de Jeddah lui a dit qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. C'est pour faire le lien avec le commentaire et la présentation du professeur Walid. Le premier principe, on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Puis la chancelière a dit, mais c'est vrai ça, il faut qu'on revienne à ces principes. Parce que tous ces trucs financiers compliqués, des options, des titrisations, voilà. Donc ça, c'est un principe fondamental. Vous vendez ce que vous possédez. Il ne faut pas aller dans l'incertitude. La deuxième chose, c'est au niveau de l'adjectif islamique, pour rejoindre mon confrère maître Hubert de Vauplan, ce mot, cet adjectif est sensible dans plusieurs pays, et surtout dans nos pays d'Afrique subsaharienne, qui sont quand même des pays laïques. Un pays comme le Cameroun, il y a plusieurs confessions, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au Niger, j'avais travaillé avec la Banque centrale du Nigeria, qui devait modifier sa réglementation pour instaurer la finance islamique. Au Nigeria, le mot islamique est presque explosif. Vous connaissez la situation sécuritaire dans la région. Il y a eu des débats incroyables dans la presse nigériane. Et à l'époque, c'était M. Sanoussi qui était gouverneur. Ils ont adopté le terme non-interest banking. Le compromis, c'était d'éviter le mot islamique et d'utiliser non-interest banking.
Un système bancaire sans intérêt, pour vous montrer. Maintenant, si vous regardez la BID a des pays membres où des musulmans sont minoritaires, tels que le Bénin, le Togo, je crois même au Cameroun, les musulmans sont minoritaires, le Mozambique, l'Ouganda, ça c'est des pays membres pleins de la Banque islamique de développement et de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Aujourd'hui, quand la BID construit une école, un hôpital ou une route, ce ne sont pas des musulmans, c'est tout le monde qui l'utilise. Il n'y a pas de... D'où le terme de financement participatif, mais on reviendra dans les autres présentations et les discussions. Ou non conventionnel. Que les gens utilisent. Et tout à l'heure, moi je ne le savais pas, bien qu'ayant travaillé sur la Banque islamique du Sénégal, mon collègue Salah me disait que le premier client de la Banque islamique du Sénégal, c'est l'Église catholique du Sénégal. Vous voyez, donc eux, ils sont satisfaits des principes, et en sorte que, donc ce mot islamique, c'est vrai, je dirais que la finance islamique est essentiellement basée sur l'investissement et le commerce. L'investissement et le commerce. Et toutes ces deux notions existaient avant l'islam. Donc, le mot est là, c'est vrai, c'est une forme d'éthique, de conformité, comme on le disait, mais il faut comprendre cela pour les principes tels qu'on vient de les décrire. Voilà le commentaire que ça m'a inspiré. Merci beaucoup. Merci, Dr Gamji. Nous allons passer la parole au public avec, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons prendre 3 questions. Vous vous présentez rapidement, vous posez votre question succinctement ou vous faites votre commentaire tout aussi succinctement si c'est un commentaire ou un complément. Nous allons passer la parole à notre représentant institutionnel. Monsieur Lavaran. Merci, Dr Sazo, modérateur, de nous passer la parole. Tout à l'heure, nous avons été interpellés avec M. Abakar Abdourassoul. Moi, je suis Mohamed Lawal, je travaille au ministère de l'économie. Nous avons été interpellés relativement à une question que vous avez posée. Je crois que c'est sur le portefeuille de la banque, le volume d'intervention. Je crois que votre question n'est pas anodine. Et pour ma part, je crois que ça répond à des interrogations qui sont souvent soulevées, notamment quand on parle de la banque islamique, on a l'impression que la banque islamique ne finance que dans les zones où il y a les musulmans au Cameroun. De deux, vous avez également dans le projet certains produits de la banque islamique que nous utilisons dans les conventions de financement. Et troisièmement, je voudrais dire que c'est difficile de lister tous les projets financés par la banque islamique au Cameroun, mais nous pouvons parler des secteurs. Donc, je voudrais donc très rapidement dire que vous avez posé une très bonne question. C'est d'autant plus que M. Ngamdi Kiela sait que les conventions qu'il prépare et qu'il nous envoie pour observation, il y a de la finance islamique dedans. Vous avez les notions comme istisna. Dans les projets de route, il a cité la route Sambelima Djoumlina Tibati, c'est financement istisna. Voilà, donc vous avez également que les Jara, nous avons un projet d'adduction d'eau. Vous avez les instant mail cell, c'est-à-dire les ventes à tempérament, que nous utilisons dans le projet. Donc c'est comme ça que je vais répondre. Bon, deuxièmement, c'est pour dire que le projet de la Banque islamique couvre tout le territoire. C'est le gouvernement qui exprime la priorité, qui adresse des requêtes à la banque. Voilà, donc le gouvernement est représenté par le ministre de l'économie qui est le gouverneur de la Banque pour le Cameroun. C'est lui qui adresse les requêtes. C'est lui qui recense toutes les priorités, qui coordonne et qui envoie à la Banque islamique. Donc le projet couvre tout le territoire. Vous avez vu, il a cité des projets au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Donc ce n'est pas une question de sensibilité religieuse, c'est une question de priorité et d'équilibre territorial et voilà, donc je voudrais donc dire que le ministère des Finances, je ne sais pas s'il est représenté ici, mais nous avons conduit un projet qui a été clôturé, un projet pilote de microfinance dans le Grand Nord. Donc nous avons eu à pratiquer la finance islamique dans le cadre de ce projet. Et les promoteurs de petits projets venaient vers les institutions de microfinance au sein desquelles on a logé des fonds. Ils venaient avec des micro-projets, ils prenaient des financements et c'est un revolving fund. Aujourd'hui, ce projet a eu un succès au point où nous avons reconduit une requête au niveau de la Banque islamique. La requête est partie, je crois, il y a moins d'un mois.
pour une demande qui va couvrir tout le territoire, étant entendu que ce projet a connu un succès. Voilà, donc pour ma part, je voudrais savoir, bon, je crois que tous les panélistes sont d'accord que la finance islamique, vraiment c'est une alternative, surtout ici dans notre zone où nous sommes en train de traverser une crise, le ministre l'a rappelé. Il y a d'abord la crise économique et la crise sécuritaire. Donc je voudrais savoir, on attend toujours parler dans toutes les réunions de la Banque islamique, que ce soit à l'échelon international, d'adaptation de nos législations. Et tout à l'heure, monsieur de Vauplan a fait un bon exposé où on trouve que c'est plutôt difficile et compliqué. Bon, mais je vois quand même à Freeland, ici pour le cas du Cameroun, qui est dans la finance islamique. Alors, pourra-t-il s'agir en définitive d'un problème de fenêtre ou est-il possible d'adapter les législations? Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez donner des exemples? Parce que nous, sur le plan institutionnel, c'est nous qui portons, n'est-ce pas, ce genre de doléances à l'attention du gouvernement pour que s'il y a un projet de loi à mettre en place et aller discuter à l'Assemblée et adapter les législations, ou bien c'est au niveau des banques centrales. Donc il y a des juristes qui peuvent répondre à cette question. Deuxièmement, vous avez parlé de participants. Dans la configuration de la salle, il y a beaucoup de promoteurs, peut-être c'est eux qui dominent en termes de participants. Alors, je voudrais, dans vos interventions, comment on peut donc faire pour essayer, dans la sensibilisation, de les aider à ce qu'ils comprennent comment ils peuvent faire, parce que eux, leur souci, c'est de capter des financements. Comment faire pour avoir des financements? Donc, voilà, je voudrais vous remercier, c'est tout ce qu'il avait. Merci. Je pense que M. Babalé pourrait répondre à l'ensemble de ces questions pour qu'on soit cohérent et qu'on parle d'une seule voix. Je vous remercie. Donc, je pense que les questions sont pertinentes et vraiment touchent le fond des problématiques que nous avons eu à évoquer de façon bilatérale avec certains d'entre vous ou de façon multilatérale avec les autorités de la sous-région. Pour ce qui concerne réellement quel est le véritable challenge, pourquoi une institution privée comme Afriland First Bank a pu mettre en place sa fenêtre islamique et pourquoi au niveau du cadre réglementaire général il n'existe pas réellement encore une véritable politique. Je pense qu'il s'agit là d'efforts conjugués qui doivent être mis en place. Les partenaires privés sont toujours beaucoup plus réactifs. Et les partenaires privés sont beaucoup plus engagés parce qu'il y a quand même un certain nombre de prérequis qui doivent être mis en place. Afriland a manifesté un intérêt auprès d'une institution comme ICD. ICD, de par sa mission, a vocation à soutenir des acteurs et on a trouvé que la démarche était une démarche positive et proactive et dans ce cadre-là, on a accompagné donc Afriland pour la mise en place de la fenêtre islamique au travers de notre département qui est spécialisé dans l'advisory, dans le conseil. Donc, dans le cadre d'Afriland, il y avait un certain nombre de challenges qu'il fallait pouvoir essayer d'endiguer, c'est-à-dire essayer de convaincre le régulateur de l'intérêt réel qu'ils avaient à mettre en place cette fenêtre islamique, essayer aussi donc de mobiliser des ressources nécessaires et ils l'ont fait puisque avant même que nous ne soyons présents et que nous les accompagnions dans la mise en place de leur fenêtre islamique, ils offraient déjà des produits islamiques, des produits d'épargne, pour le Hajj. Ils avaient déjà montré une démarche proactive. Donc cette démarche proactive, une fois qu'on a eu l'opportunité de travailler avec eux, s'est concrétisée par l'accompagnement pour la mise en place d'une fenêtre. Dans ce cadre-là, il fallait rentrer en collaboration avec les autorités de régulation, ce qui avait été fait. Et nous, personnellement, nous avions eu à rencontrer la COBAC lors de nos différents déplacements sur le Gabon, sur Libreville. Et bon, c'est des échanges qui se font. Et ces échanges peuvent être faits de façon bilatérale, ils peuvent être faits entre les États, aussi qui peuvent manifester un certain intérêt, mais c'est un effort de masse. Le régulateur est déjà, je n'allais pas dire, est préoccupé
par déjà beaucoup de sollicitations. Et dans la sous-région, je me rappelle, lorsque nous avions rencontré le régulateur il y a 2-3 ans, ils étaient très préoccupés par l'éclosion des microfinances. Ils nous disaient, il y en a beaucoup, elles ne sont pas régulées, on doit déjà se concentrer sur celles-là. Donc la finance islamique peut-être serait à un autre stade, parce que nous avons quand même des préoccupations nouvelles. Vous avez énormément de microfinances qui se développent, elles ne sont pas régulées, etc. etc. Donc je pense que c'est des échanges qu'il faut mettre en place entre les États et la commission bancaire et les organes de régulation. C'est une dynamique qui est progressive et qui au final, donne des résultats. Mais il faut soutenir aussi les partenaires engagés, ceux qui sont vraiment engagés et qui manifestent un intérêt. Généralement, ce qu'on a vu, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on les accompagne. Le cadre réglementaire ne peut pas être totalement prêt et finalisé, ce qui est même le cas aujourd'hui, même en Afrique de l'Ouest. Vous avez travaillé sur les changements, les modifications, mais elles ne sont pas encore toutes mises en place. Donc, le cadre, c'est un cadre qui progressivement se met en place et les différents acteurs trouvent leur rôle et comment le jouer. Donc, comme vous avez dit, quel est le maillon qui manque? Je pense qu'il faudrait un effort maintenant de coordination. Beaucoup des États de la sous-région ont manifesté l'intérêt. On a rencontré les autorités tchadiennes qui ont manifesté l'intérêt, carrément, d'ouvrir leur banque islamique, qu'il y ait une régulation ou pas, ils veulent l'ouvrir. Vous avez chacun des États qui a une approche, qui peut être une approche bilatérale ou un engagement particulier. Je pense qu'il faudrait qu'on le coordonne, il faudrait qu'on rencontre une fois de plus les autorités de régulation, une fois de plus pour manifester vraiment l'intérêt de le mettre comme point important dans leur liste d'actions à mener, et progressivement les choses vont se faire. Mais aujourd'hui, sur le plan réglementaire, c'est vrai qu'il n'y a pas une législation spécifique, mais on n'empêche pas les porteurs de projets d'initier. Donc les porteurs de projets peuvent déjà plus ou moins démarrer. Ils n'auront pas un cadre peut-être clair, parce qu'aujourd'hui le cadre n'est pas réellement clair, les juristes pourront le confirmer, mais ils peuvent déjà démarrer et sur cette base, lorsque les législations seront finalisées, ils vont être accompagnés. On ne va pas laisser se mettre en place ou prospérer des initiatives que l'on sait qui ne vont pas perdurer. La commission bancaire, elle est au courant, elle suit les différentes institutions. Je sais par exemple que des institutions comme Afriland, lorsque la commission bancaire, je me rappelle, lorsqu'on avait rencontré la commission bancaire à Libreville, et ils nous disaient, oui, on vient de chez Afriland, oui, vous poussez pour leur projet, on sait ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc ils sont vraiment au courant et ils suivent. Donc le cadre, il a amené à évoluer, mais je pense que c'est un engagement des autorités et des porteurs de projets pour faire en sorte que la législation soit mise en place et que les choses avancent. Donc je pense que c'était la première question. La deuxième question, pour ce qui est des porteurs de projets, comment pouvons-nous travailler avec les différents porteurs de projets? Je pense que l'après-midi, on aura l'occasion de présenter le travail que nous faisons par rapport aux lignes de financement. Tout dépend du montant. Comme vous nous connaissez bien, vous savez un peu le challenge que nous avons. Les porteurs de projets nous intéressent dans la mesure où ils ont des projets qui ont un certain impact économique, mais aussi il faudrait qu'on puisse ne pas travailler avec des montants qui soient trop faibles, parce que ce n'est pas productif dans la mesure où il y a des coûts qui sont des coûts qui peuvent être des coûts élevés. Donc, il vaudrait mieux passer pour nous par des intermédiaires que sont les banques. C'est vraiment dans ce cadre-là que nous avons mis en place les lignes de financement aux institutions. C'est pour permettre, nous, de donner des financements à ces institutions qui vont les rétrocéder aux porteurs de petits et moyens projets. Les projets qui sont relativement importants, qui peuvent être financés directement au travers de nos départements, on peut les financer, on peut les regarder, on peut les discuter. Mais les projets qui n'ont pas un montant important de mise de fonds ou de capital, ces projets, on préfère qu'ils soient financés directement par des acteurs locaux qui les connaissent mieux, qui peuvent les suivre, qui peuvent les encadrer au travers des lignes de financement. C'est un peu l'approche que nous avons prise. C'est une approche, c'est un éventail d'opportunités en direct et puis au travers d'intermédiaires. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste, pardon. Vous demandiez qu'est-ce qu'il était possible de faire. Moi, ce que j'aime bien dans le droit fiscal, c'est son réalisme, son pragmatisme. Et vous avez
à chaque État la possibilité de légiférer fiscalement parlant. Imaginez que demain, il y ait des instructions fiscales qui traitent, avec la neutralité que j'évoquais tout à l'heure, les produits de finance islamique. Ben, vous avez de fait un cadre qui est mis en place. Parce que dès que vous avez un cadre fiscal, il faut quand même faire l'analyse juridique. Alors certes, la Banque centrale devra sans doute mettre en œuvre, comme la BCEAO, un cadre beaucoup plus précis. Mais ça prend du temps, il faut une initiative interétatique, déterminer des priorités. Voilà. Là, fiscalement, vous avez le pouvoir de rendre neutres les produits de finance islamique au Cameroun. La main, elle est chez vous. Et du coup, vous allez créer un cadre, automatiquement. Parce que c'est vrai qu'après, on va rentrer dans des considérations juridiques un peu compliquées. Bon, mais moi, c'est ma recommandation. Traiter le problème fiscal, vous allez déjà traiter l'essentiel des problèmes. J'ai un petit commentaire sur le symbolisme du terme musulman. Il y a deux affaires aux États-Unis, une affaire Murphy et une affaire aux États-Unis et une affaire en Inde. Dans la première affaire, les États-Unis ont décidé lors de la crise de soutenir un certain nombre d'institutions financières, parmi lesquelles une société d'assurance, et il y en a une qui avait une fenêtre islamique. En Inde, il y a un État qui a pris des participations dans une société qui avait une activité de financement islamique, l'État de Kerala. Et donc, dans les deux cas, il y a deux personnes qui contestent ces deux mesures en disant que dans la première affaire aux États-Unis, qu'en soutenant une institution qui avait une activité de financement islamique, on est en train de promouvoir la religion musulmane et donc on est en train de violer la constitution américaine qui prévoit la neutralité de l'État. Dans la deuxième affaire, c'était la même théorie qui a été invoquée. L'État, en prenant des participations dans une société qui avait une activité de financement islamique, l'État est en train de promouvoir la religion musulmane. Et les deux juges, aussi bien le juge américain que le juge indien, rejettent cette théorie en disant qu'effectivement il y a des mesures étatiques, mais ces mesures étatiques, leur objectif c'est le commerce, c'est une activité économique, ça n'a rien à voir avec une religion déterminée, avec la promotion d'une religion déterminée, c'est un mode de financement qui obéit à certains principes. Et l'État, en soutenant ces institutions, avait un but économique, mais pas un but religieux. Merci, professeur Walid. Nous passons je vois deux mains qui insistent depuis, à la suite de cette série. Vous avez le micro. Ok, bonjour. Boakari Ekouban, Cameroun. C'est vrai que ma première question que j'avais, elle vient d'être répondue. Et je voulais passer à deux autres. Tout d'abord, tout à l'heure, dans le poids de la finance islamique dans le monde, on a vu que le Maghreb avait un gros lot là à l'intérieur et également beaucoup de financement de ce côté-là. Autre chose également que j'ai remarqué, c'est que les choucouks ont été beaucoup vendus sur les marchés à Londres et entre autres, ce sont les pays du Moyen-Orient qui ont été faits. Ce que je voulais poser, c'est que contrairement à ces pays, nous constatons dans l'Afrique subsaharienne cette faible participation, mais également la non-participation dans l'achat de ces titres. Alors qu'actuellement ici, peut-être dans la zone CEMAC, il y a un marché secondaire qui est ouvert où on vend des titres des États que beaucoup de particuliers achètent. Pourquoi est-ce que nous ne les avons pas à notre niveau? Est-ce que c'est un problème d'information ou bien un choix politique des États de la CEMAC ou bien de la Banque centrale elle-même pour pouvoir le faire? Autre chose également, c'est l'actualité. Parmi les actifs de la Banque islamique, nous avons une grande majorité au niveau de l'Iran, avec la situation politique actuellement qui existe entre l'Arabie saoudite, qui est le siège de la Banque islamique de développement, et l'Iran. Quel est l'avenir effectivement de l'institution? Parce que si jamais ça ne marche pas, est-ce que l'Iran ne devrait pas se retirer? Or, les pays, peut-être en Afrique subsaharienne particulièrement, le Cameroun, a besoin effectivement du financement de la Banque islamique. Quel sera donc ce futur-là? Merci beaucoup. On vous remercie. Donc, la première question qui était relative au soukouk et au fait que sur la zone de l'Afrique centrale, il n'y ait pas réellement d'émissions ni de marché secondaire comparativement aux autres zones. Je pense qu'il y a ici un
un engagement plutôt avec les États qu'il faudrait peut-être relancer. C'est-à-dire qu'au niveau de la capacité d'endettement des États et leur choix de type d'instruments, ils sont libres de faire appel à des institutionnels ou à des types de structuration qui sont conventionnelles ou charia compliant ou islamiques. Mais à ce moment-là, ce sont des démarches qui sont des démarches beaucoup plus opportunistes, parce que généralement, ils vont vers des investisseurs qui leur garantissent peut-être des taux qui sont beaucoup plus compétitifs et ils leur proposent aussi des structurations qui vont dans le sens de leur je n'allais pas dire, de leur préférence. Donc on a remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, que ce soit des pays comme aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, il y a beaucoup de ces pays qui ont mis en place, bon, le Nigeria aussi qui s'y met, qui ont mis en place donc ces soukouks. Il y a eu un intérêt très fort des institutions comme ICD pour les mettre en place, parce que nous sommes en fait un des arrangeurs de ce type de produits dans la sous-région. Et en Afrique centrale, il y a encore un besoin, non pas vraiment d'éducation, mais d'engagement. Parce que c'est réellement les États qui doivent manifester et porter un intérêt lorsqu'ils font leur blending en termes de financement, se dire que bon, aujourd'hui on est peut-être très exposé sur un certain type de prêteurs. Il vaudrait mieux qu'on ait une diversité de prêteurs au cas où il y ait des soucis, qu'on diversifie aussi les instruments. Ça fait partie réellement d'une politique de long terme, une vision stratégique où on se dit qu'à moyen terme, il vaudrait mieux diversifier les sources de support, puisqu'à un certain moment, vous faites appel à beaucoup d'investisseurs de certaines régions pour des raisons politiques ou géostratégiques. Ils ont moins de ressources et moins de liquidités. Tout d'un coup, ils ne peuvent pas vous financer. Il vaudrait mieux ouvrir et élargir le panel d'opportunités en faisant appel à différents types d'acteurs. C'est dans cette démarche que se sont inscrits beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont donc mis en place ces différents types d'instruments pour diversifier et faire appel à beaucoup d'autres types de structures. Et c'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons travaillé avec la BOAD, aussi, qui souhaiterait aussi peut-être mettre en place ce type d'instruments à leur niveau. Donc, ça fait partie d'une politique stratégique, mais qui doit être définie par les États eux-mêmes. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, je vais laisser mon collègue de la BID. OK. Un petit point très juridique. Les soukouks qui ont été montés dans l'Afrique de l'Ouest ont pris la forme de fonds de titrisation. Et que donc, il y a une question toute simple. Il a fallu passer par le CREPMF. Et vous savez que les fonds de titrisation ne sont pas ouverts au public. Donc ce sont des fonds de titrisation qui sont ouverts aux investisseurs qualifiés. Donc voilà, il y a deux questions pour émettre des soukouks ici. En plus de ce qu'a dit Salah, c'est est-ce qu'on prend la forme d'un fonds de titrisation? Et est-ce que l'environnement juridique du fonds de titrisation est reconnu ici? Et ensuite, si on fait un fonds de titrisation, il faut l'accord de la Commission des valeurs mobilières. Et vraisemblablement, ça ne sera pas ouvert au privé parce que ça sera uniquement pour les institutionnels. Merci beaucoup. Je crois que je parle sous le contrôle d'Ousmane, mais quand il a fait une présentation des soukouks, qui sont les actifs islamiques qui sont en Iran, c'est mondial, c'est pas des actifs de la Banque islamique. C'est des actifs propres à l'Iran, qui a une politique de finance islamique vraiment totale. Mais ce n'est pas des actifs de la BID. Le deuxième volet de votre question, c'est une question politique. Heureusement que nous sommes au Cameroun, parce qu'en Arabie Saoudite, on ne commande pas les questions politiques. La situation de crise du siège de la banque qui se trouve dans le Moyen-Orient, qui est complètement en ébullition en ce moment. Je dirais que il y a un accord de siège qui a été signé avec l'Arabie Saoudite qui permet d'établir le siège de la banque en Arabie Saoudite. Bon, si je ne sais pas, c'est aux États membres représentés tous par pour notre cas, le gouverneur, le MINEPAD qui vient de s'exprimer ici, c'est à eux de se réunir et de prendre une décision par rapport au siège de la banque. Simplement, vous avez l'exemple de la BAD. Quand il y avait eu des crises en Côte d'Ivoire,
il n'était pas possible de continuer à exercer la mission de la banque à partir de la Côte d'Ivoire. Quand il y avait la crise politique, la guerre, etc., ils ont pris la décision, les pays membres ont pris la décision, le Conseil des gouverneurs a pris la décision de relocaliser temporairement le siège de la BAD dans un autre pays. Ils ont fait un appel d'offres. Il y a eu un certain nombre de pays de candidatures. Je crois qu'au finish, c'était entre la Tunisie, Tunis et une autre ville. Non, il y avait plusieurs candidatures. Hein. Donc il y avait des cahiers de charges de la BAD. Des consultants sont allés vérifier les capacités de logement, les infrastructures, etc. dans ces villes-là. Je crois qu'à la finale, c'était la Tunisie et le Caire, quelque chose comme ça. Tunis et le Caire. Et ils ont décidé de relocaliser la banque à Tunis. Pendant 10 ans, de 2003 à 2014, 2013-2014, la banque opérait à partir de Tunis. Et quand la situation s'est normalisée en Côte d'Ivoire, fin 2014-2015, la banque est revenue naturellement dans son siège. Voilà. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse. Merci pour toutes les informations que vous nous apportez ce matin. Bien, nous avons compris que la banque ne finance pas les individus. En fait, c'est les institutionnels qui sont pris en charge. Alors, je voudrais poser une question comme ça en relation avec les entreprises publiques. Une entreprise qui a des besoins de restructuration, disons évalués à environ 30 milliards, peut-elle valablement saisir la banque et éventuellement profiter, n'est-ce pas, d'une opportunité d'accompagnement dans ce sens? Un autre volet de ma question est relatif à votre partenariat avec Afriland. Est-ce que ce partenariat est extensible aux autres institutions bancaires, étant donné que notre environnement nous offre, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir plusieurs banques commerciales? Bien, le dernier volet est relatif au volet juridique, à la question juridique. Tout à l'heure, Maître a dit que le financement islamique obéit à une réglementation qui n'épouse pas toujours la réglementation de la banque classique. Alors, quel est le moyen qui vous a permis d'entrer en collusion avec Afriland? Merci. Okay. At Lamana Cameroon, we have been in the business for quite a long time, 4 years, in purely Islamic finance. And we quite remember when we talk of Islamic finance, it's as if it concerns the northern part of Cameroon. And the first speaker just mentioned the fact that they have benefited from the Islamic assistance, the all Islamic microfinance in the north. I want to see the measures you people have put in place to make sure that all the regions, all the actors in the 10 regions will be positively affected, or your activities will reach them, because it's a big worry, because at times it's as if that system concerns the Muslims in the north. We have a success story that has never been told, and I think this is the time we feel that story should be told. Bonjour, je suis Madame Kadri, promotrice d'une microfinance, je peux dire islamique. Bon, on va l'ouvrir bientôt en Gaoundéré, certainement. Et bon, les questions de réglementation, vous dites que c'est en cours. Et je pense que ça va bientôt, puisque la finance islamique est quand même de mode. Donc, dans bientôt, certainement, on va y arriver. Maintenant, moi, pas mon inquiétude. Pour le moment, ICD va mettre de l'argent dans les institutions financières. Bon, pour le moment, vous travaillez avec Afriland, puisque nous, on n'est pas encore fonctionnel. Je pense que d'ici quelques mois, vous allez mettre tout l'argent qui concerne les femmes dans notre microfinance. Je vous remercie. Bon, maintenant, mon inquiétude, c'est surtout sur notre actionnariat. Comme je suis promotrice, nos actionnaires qui ont mis de l'argent, puisque en finance islamique, l'argent ne rapporte pas l'argent. Est-ce qu'on va partager les dividendes? Est-ce qu'on va partager les pertes? Ça, c'est mon inquiétude en ce qui concerne la finance islamique. Et on souhaiterait avoir beaucoup de formation là-dessus pour notre personnel. Ok, je vous remercie. Monsieur Babale, vous pouvez
ouvrir le bal des réponses. Je vous remercie. Je pense que c'est vraiment en anticipation des discussions que nous aurons l'après-midi lors de notre présentation sur les lignes de financement, mais je vais quand même vous apporter des éléments de réponse. Donc je répondrai aux questions en fonction des langues avec lesquelles on me les a posées. Je pense que les deux premières questions du collègue de la titrisation, une était liée au type d'industrie ou d'entreprise qui pourrait bénéficier d'un accompagnement, un type de financement. À ce stade, une entreprise purement publique, mais qui a, là, nous allons focaliser notre réponse par rapport à ICD. ICD, comme indiqué, c'est le volet privé de la Banque islamique de développement. Donc, nous nous occupons principalement donc, des partenaires du secteur privé. On déroge à ce principe, et mon collègue juriste, M. Kamel, est là, et il peut vous l'expliquer, uniquement dans le cadre où ces industries ou ces partenaires publics bénéficient au secteur privé. Donc, je m'explique. Lorsque vous avez, par exemple, une banque nationale de développement, qui peut être une banque à caractère public, mais qui soutient le secteur privé, par exemple comme la SNI, que vous avez par exemple ici, c'est une structure publique, mais qui détient des participations et qui soutient le secteur privé, on peut s'y associer. Donc, l'accompagnement, je ne connais pas très bien le cadre que vous avez pris, privatisation, ce que ça veut dire, mais l'accompagnement d'une structure publique, mais qui a pour ultime bénéficiaire le secteur privé ou des partenaires, etc., peut être fait. Mais il faudrait trouver le cadre effectif de la collaboration. Comme je l'ai dit, la division des lignes de financement s'occupe prioritairement des institutions financières, des institutions non bancaires, et des institutions de microfinance. Donc, nous avons vraiment un focus assez ciblé. Pour ce qui concerne des types de partenariats avec des demandes qui sont liées à des expansions de projets ou à des acquisitions de machines, d'équipements spécifiques, nous avons un volet qui s'appelle le département Direct Finance Investment Department, je ne sais pas comment, de financement direct, qui est le point focal pour ce type d'intervention. Donc, indépendamment de votre structure et du type d'accompagnement que vous souhaitez avoir, on peut vous donner une réponse spécifique à votre requête. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parlé du cadre réglementaire. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un cadre réglementaire qu'on a expliqué auparavant, conducive, un cadre réglementaire facilitateur, et que l'on ait pu néanmoins travailler avec Afriland. Comme je l'ai dit, le régulateur est un régulateur conscient et pertinent de sa zone. Il sait très bien ce qui se passe dans la zone. Il sait qu'il y a des fois des avancées technologiques auxquelles il doit se rattraper en termes de législation un peu plus tard. Par exemple, le money banking, le transfer banking, le mobile banking. Il y a beaucoup d'avancées sur lesquelles le régulateur n'est pas toujours totalement au fait, et il essaie de rattraper la dynamique en mouvement. Dans le même état d'esprit, il savait que des institutions s'intéressaient déjà à la finance islamique, lançaient des produits d'épargne, comme je l'ai dit, Afriland avait des produits d'épargne, pour le Hajj avait des produits d'épargne islamique, mais n'avait pas une vision d'une fenêtre islamique. Mais au travers de son partenariat avec des acteurs extérieurs comme les nôtres, comme nous, l'idée de mettre en place une fenêtre islamique, de développer le projet un peu plus, a pris forme, et le régulateur était bien conscient qu'en ayant des institutionnels comme ICD ou la BID derrière, ces initiatives et ces projets pourraient être mis à exécution, et donc à favoriser et à laisser avancer ce type d'initiative. Le régulateur nous a donc permis de finaliser à peu près les premiers engagements que nous avons eu avec ce type d'institution pour nous permettre de mettre en place ces lignes de financement. Le deuxième volet de votre question était lié au fait que est-ce que ce n'est qu'Afriland votre partenaire? La réponse est non. Notre partenaire, c'est le Cameroun, ou notre partenaire, ce sont nos États membres. Il suffirait simplement que dans les différents États membres, les différents partenaires financiers fassent donc des requêtes vis-à-vis de nous. Des requêtes que nous avons pu obtenir d'autres types de partenaires, des partenaires institutionnels que vous connaissez, ou d'autres partenaires bancaires. Mais il faudrait que l'on s'entende. Le partenariat doit être gagnant-gagnant, il doit avoir un objectif économique clair,
pour la CID un objectif d'impact développemental vraiment précis et il faudrait qu'on s'accorde. Pour certaines des autres institutions en dehors d'Afriland, on n'a pas pu finaliser nos négociations parce qu'on estimait que l'approche qu'ils souhaitaient avoir n'était pas totalement en ligne avec notre vision. Mais c'est un partenariat ouvert et on appelle autres types d'institutions à faire appel à nous pour un soutien si le besoin est. Donc ça, je pense que c'était la première question. Your second concern regarding your Amana microfinance institution in northern Cameroon, northwest Cameroon, I believe, well, it's a good opportunity for us. Personally, as Mr. Lawal mentioned earlier on, we were quite aware of this pilot microfinance support that was given initially to Crédit du Sahel and to other institutions that we have known. As a potential MFI in Cameroon, whether you're based north, east, west, south, if you meet the eligibility criteria, because I believe, if my understanding is correct, this project was sponsored through the Islamic Bank, the parent, the public sector entity of the Islamic Bank, and not initiated through the private sector arm. This project has its own merits and eligibility criteria. You needed to adhere to a certain set of specific criteria, and the area intervention at that time was most likely specifically selected, and this is a national or a local initiative that if you need to have more information or you wanted to have some information on the impact of the first stage of this operation, you should address it to your national authorities and try to seek more information from them. At the level of the Islamic Bank Group, this is the public sector. Their various representatives, Mr. Lawal is here, Mr. Abdul Rasoul are here. You can engage with them to know more about this project. From the private sector arm of the Islamic Bank Group ICD, where we're based, if there are any requests specifically or you like to share your story, as I mentioned before, at this stage we are open to further discussion and engagement with the MFIs to see if there are any support that can be provided to them. So again, here it's a proactive engagement. Reach out to us, we'll reach out to you. So from us, this is very simple and quite clear. Il y avait la dernière question. De Madame Alors Carlier. maintenant, je vois deux... Non, il y avait une dernière question. La question de Madame. Je pense qu'elle était liée spécifiquement à le dernier point sur les actionnaires des différentes structures de coopératives et si elles avaient... comment allaient-elles être rémunérées? Est-ce qu'elles allaient rentrer... est-ce qu'elles allaient avoir un retour sur investissement, etc., etc. Toute initiative privée a ses challenges. Les porteurs de projets savent initialement quel est l'incentive, quelle est l'incitation à apporter un certain projet. Il peut avoir une incitation financière, mais il peut avoir une incitation économique et de développement de sa région. Donc, je pense que les rendements d'un type de projet de coopérative, généralement, l'objectif financier n'est pas le plus important. C'est réellement l'objectif de développement économique et social qui est important pour permettre aux différents participants au sein de la coopérative d'acquérir de nouvelles connaissances, de trouver de nouveaux types de financement, etc., etc. Donc je pense qu'il doit y avoir un équilibre entre les deux. Et pour ce qui concerne les formations, l'information, je pense que vous avez à point nommé mon collègue de IRTI qui est en charge de la formation pour tout ce qui concerne les produits islamiques. Donc c'est vers eux et eux ils ont la possibilité de vous donner des dons. Ils ont la possibilité eux ils donnent des dons. Nous donnons des financements, mais qui sont avec profit et marge à nous rémunérer plus tard. Donc vraiment c'est le point d'entrée pour tout type d'assistance et de soutien, surtout pour ce qui concerne la formation, capacity building et tout ça. Donc je pense que j'ai répondu aux deux questions. D'abord pour le dernier point sur la formation, j'ai constaté avant de venir ici, j'ai constaté que depuis 2013, on n'a pas organisé de séances qu'on appelle les awareness sessions ici au Cameroun. Donc il suffit seulement de vous approcher du ministre des Finances
ou bien d'écrire à travers le ministre des Finances. Bon, et puis on va vous donner les sessions de formation dont vous avez besoin. Le ministre de l'économie. Voilà, c'est le ministre de l'économie. Hein? D'accord, voilà. Donc vous décrivez à travers le ministre de l'économie et puis on va vous amener les formations dont vous avez besoin. Je voulais seulement insister sur un point là qui avait été soutenu, qui avait été soulevé sur le marché secondaire et les soukouks dans certains pays. C'est pour dire que dans tous les pays du monde, les banques islamiques sont confrontées à un problème de surliquidité et elles cherchent à avoir des opportunités pour pouvoir utiliser leur excédent de liquidité. Donc, mais le problème, c'est que tous les titres, même tous les soukouks dont on parle ici, en général, ne sont pas achetés pour être échangés, mais en général, ils sont conservés jusqu'à la fin de la maturité. Donc, sur le point du marché secondaire, les échanges sont assez limités. Très rapidement, je voudrais d'abord répondre à Madame par rapport au dépôt de vos membres. Ça dépend des accords que vous avez signés avec vos membres. Par exemple, vous pouvez investir ces montants, ces dépôts, mais vous avez un accord avec eux d'investir, par exemple, dans tel secteur, dans tel produit, et leur épargne, à la fin, va être rémunérée, soit par des profits, soit par des pertes. Mais il y a un accord d'investissement que vous pouvez passer. Vous pouvez passer un accord, par exemple, d'achat d'un immeuble. Vous achetez cet immeuble et les revenus générés par cet immeuble, vous pouvez partager avec les membres. Tout dépend de l'accord que vous aurez avec vos membres. À mon avis, c'est comme ça que c'est pas à mon avis, mais c'est comme ça que l'épargne islamique, les dépôts islamiques sont rémunérés. Il faut une activité derrière, un investissement ou un achat d'actifs qui va générer des revenus. Aux compatriotes du nord-ouest, je crois. Bon, I think that your question about the repartition of the investment in the country, the manager of Mr. Lawal, the manager of the division of cooperation with the Islamic world within the Ministry of Economy, he responded saying that our project is in all the regions, and what is important to know is the Ministry of Economy, which is the representative of the bank in the country, which send a request for financing to the bank. According to the priorities of the government, to the policy of the government, I'm talking about the public sector. So they will send a request for financing a road in the Northwest Province, for financing a hospital, because in the far North Province they need a regional hospital there. So all the requests are centralized. The bank doesn't get involved in a country without receiving the requests coming from the government. So for the private sector, if you have some initiative, some project, you can approach him and he can establish the contact with the bank. And we can study according to our rules and decide to finance or not. As he mentioned, for very little project, we need to use the local institution and the local financing institution. We can direct you to them to get your project financed. So it's not something open, it's not something targeting regions. It depends on the policy of the government, which send the request for financing. And the private sector, I think there is a threshold of financing, which is maybe $5 million or with ICD. So if you cannot absorb that, and you need to provide a guarantee as well for this financing. So if you cannot absorb that, it's better for you to go to the local institution. But at any time, if you have any requests, please get in touch with Mr. Lawal and he can...
And just to add one more element, I think, which is important before we go to the break. I think you don't even need to go through any intermediary. You just can go to our website. On the website, you have, depending on the type of institutional counterparts you like to have, you have the possibility to directly make your application. I think my colleague Nabil is here somewhere. Maybe he went out, but for line of finance, for instance, you can make directly your application online. I'm sure for direct finance and other type of support, your application can be made directly online through our website. So you don't even need an intermediary. You just go to our website, you read the website, you look at all the eligibility criteria, because you'll have a checklist that you have to fill and add all the information, and then it comes directly to us. So at the end of the day, as I said, as much engaged you will be, the response from our side will be as efficient as your, the mail or whatever you want to send us. Okay, thanks. Merci, Monsieur Salah. Merci au panel pour les éclaircissements apportés à la suite des interventions de l'assistance. Je voudrais, à ce stade, considérer que nous avons terminé notre matinée. Nous allons devoir prendre la pause pour le déjeuner, afin de pouvoir reprendre cet après-midi, puisque nous aurons 3 interventions principales. Nous aurons l'intervention phare, qui d'ailleurs aura justifié carrément la tenue de ce colloque du point de vue de la Banque islamique. C'est la présentation des lignes de financement, qui sera suivie par l'intervention sur avec le témoignage d'une banque partenaire que nous appelons banque pilote, et la présentation sur la microfinance. Bien entendu, assortie à chaque fois des discussions avec la salle. Pour le moment, et avec votre permission, nous allons suspendre les travaux. Définir la finance islamique, quels sont les critères principaux qui doivent, que l'on doit respecter pour être en conformité avec la charia ou les concepts de finance islamique. Je n'ai pas besoin de revenir dessus, mais je pense que ces points nous permettent de préciser le concept de ligne de financement. Vous savez, l'objectif premier d'une institution comme la CID, elle a pour but le développement du secteur privé dans nos pays membres. Et un des outils, un des moyens dont on s'est rendu compte qui était le plus efficace, c'était le soutien aux petites et moyennes entreprises, aux PME, PMI. Et dans ce cadre-là, il fallait développer un certain nombre d'outils qui permettent de toucher ces structures, ces PME, PMI dans nos différents États membres. Et en présentant donc la CID, je vais vous montrer plus ou moins les différents départements, comment ils se présentent, comment ils se conjuguent et quel est leur but et objectif quant au soutien des petites et moyennes entreprises dans nos différents pays membres. Et nous, dans le cadre du département des institutions financières, ce que nous faisons avec les lignes de financement que nous apportons en soutien aux différentes institutions. Donc là, c'est vraiment un rapide synopsis de présentation de la CID, d'ICD, qui nous sommes, ce que nous faisons. Je pense que les grands points vous ont déjà été évoqués ce matin. Précisément, nous, dans le cadre d'ICD, nous avons 4 pôles principaux qui sont mis en exergue. Donc, on a un département de développement des institutions financières auquel j'appartiens, un département d'asset management qui est gestion d'actifs, un autre qui est un département d'advisory en conseil en finance islamique, et enfin un dernier qui s'occupe des financements et investissements. Et donc, c'est à celui-là dont j'ai fait état lorsque on parlait un peu plus tôt dans la journée d'une structuration pour une entité de privatisation. Donc, les institutions, le développement des institutions financières auxquelles j'appartiens, nous avons 2 volets. Un volet qui s'occupe des prises de participation, c'est-à-dire les créations de banques, comment y participer, et un volet qui s'occupe de la dette. Donc, j'appartiens au pôle de financement qui s'occupe principalement de la dette des différentes institutions financières. Donc, on parle d'institutions financières bancaires, on parle d'institutions financières non bancaires, et on parle d'institutions de microfinance, par exemple. Donc,
Donc tout cet éventail est couvert par la division qu'on appelle LOF, ligne de financement. Donc un rapide aperçu des chiffres. Je pense qu'on est maintenant à 54 pays membres. Un capital autorisé de 4 milliards. On a à peu près 311 projets financés to date. Et on a donné un rapide aperçu de ce que représentent aujourd'hui, en termes d'approbation, les différentes composantes. Et comme vous voyez en 3, ce sont les lignes de financement qui sont à peu près à 1 milliard. Je pense qu'on a rattrapé relativement dans les chiffres récents, un peu plus à jour, les financements directs. Probablement. Donc, rapidement, c'est un rapide aperçu de ce qu'est la CID. Maintenant, pour ce qui concerne les lignes de financement, comme je l'ai expliqué plus tôt, l'objectif à terme est réellement de soutenir les SMEs, les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries dans les différents pays membres. Et comment le faire? Donc, il y a une approche d'intervention directe, c'est-à-dire toucher directement les différents partenaires, mais ça s'avère être un challenge dans la mesure où, pour une institution qui est basée à 5 ou 6 000 km, devoir engager et soutenir différents types de projets dans différents types de pays avec différentes législations, etc., ça peut s'avérer être un challenge. Donc, le moyen le plus pratique a été de développer en fait un système d'intermédiaires, c'est-à-dire utiliser les acteurs financiers locaux auxquels nous mettons en place des lignes qui, elles, vont soutenir après les différentes structures petites et moyennes ou des corporates dans nos différents pays membres. Donc c'est de là qu'est né en fait le concept de lignes de financement, ce que nous on appelle channel development. Donc il fallait développer de nouveaux canaux d'intervention, pouvoir toucher les PME, PMI, mais au travers d'intermédiaires qui puissent être les bons intermédiaires pour celles-là, pour ces PME, PMI. Et ce faisant, on a identifié les institutions financières, que ce soit des institutions bancaires, non bancaires, ou des institutions de microfinance comme le moyen le plus adéquat pour soutenir cette intervention. Donc rapidement, ici, on donne une définition. La ligne de financement est une opération sur laquelle la CID met en place, donc comme je l'ai expliqué, en faveur des institutions financières de ces pays membres, des ressources dédiées aux PME éligibles. Donc principalement, c'est les petites et moyennes entreprises et les corporates, puisque dans différents pays, on a différents types de définitions. Donc c'est un concept, le concept PME, PMI, pour nous, c'est un concept mouvant, ce n'est pas quelque chose de figé, puisqu'on doit s'adapter dans chaque pays à un type de juridiction spécifique, à des normes quantitatives assez spécifiques. Donc c'est dans ce cadre-là que notre intervention se fait. Donc l'objectif est donc de la promotion d'un partenariat d'un système financier local en tirant profit de sa proximité vis-à-vis de la clientèle. Donc l'avantage d'utiliser donc des intermédiaires locaux est qu'ils ont une très bonne connaissance de nos pratiques et qu'ils ont une très bonne connaissance de leur marché local et une très bonne connaissance du système financier qui leur permet d'apporter un véritable appui et soutien aux petites et moyennes entreprises. Donc les institutions financières éligibles, toute institution financière localisée dans un de nos pays membres de la BID est éligible. Les bénéficiaires finaux, c'est les PME, PMI comme on l'a défini. Et ensuite, l'impact attendu des lignes, il y a un impact financier qui est important. Il y a un impact de développement qui est aussi important. Et il y a un impact de diffusion de la finance islamique. Et je profite de l'occasion pour introduire notre Sharia Advisor, Dr Bachir, qui vient d'arriver. Donc, ce matin, on parlait de l'Advisory Board, des Sharia Board. C'est lui notre expert in-house, Dr Bachir, qui sera présent durant les travaux et qui permettra de nous donner encore plus d'informations et d'explications sur la conformité charaïque des différents contrats qui seront discutés. Donc, ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, donc les différentes institutions financières ou bancaires et non bancaires ou de microfinance peuvent être éligibles, mais elles sont régies par un certain type de critères d'évaluation. Il y a des critères qu'on peut appeler des critères macroéconomiques, où on fait une analyse générale de l'environnement économique. Et il y a des critères plus spécifiques qui sont des critères quantitatifs, spécifiques et financiers qui sont liés à l'institution. Comme je vous ai dit, on part du haut, on a le pays. Ensuite, par rapport au pays, on a une observation du secteur financier
Et ensuite, on a une bonne information sur le système spécifique, l'environnement institutionnel, la stabilité socio-politique, etc., etc. On fait une analyse macroéconomique de l'environnement, du régulateur, de la gouvernance, etc., pour se faire une idée assez propre de la contrepartie avec laquelle nous allons établir un partenariat. Et ensuite, on va regarder aussi à certains critères spécifiques, qui sont des critères financiers pour l'évaluation des différentes institutions. Donc, ces critères financiers, pour la plupart des financiers qui sont parmi nous, sont un peu similaire à vos critères financiers lorsque vous recevez des demandes de financement de différentes contreparties. Vous voulez vous assurer de leur solvabilité, vous voulez vous assurer de leur adéquation par rapport aux politiques en vigueur et leur conformité par rapport aux différents prérequis en termes de diffusion de leurs états financiers, etc., etc. Donc là, on s'attache plus à une norme financière pour s'assurer que les institutions vers lesquelles on s'adresse sont des institutions performantes économiquement, qu'elles ont en place toutes les politiques d'investissement, toutes les normes d'audit, etc., etc., qui nous permettent d'avoir un bon scoring. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de pouvoir donc évaluer les entités selon le critère macroéconomique, ensuite selon le critère spécifique de l'institution financière elle-même, pour qu'à la fin elle ait un scoring, et sur la base de ce scoring, qu'on puisse déterminer quel est le montant maximal que l'on peut leur allouer en termes de lignes de financement. Donc, comme je l'ai dit plus haut, c'est une analyse assez complète qui est faite d'une institution pour évaluer sa capacité à donc nous accompagner dans la mise en place des financements pour les petites et moyennes entreprises, d'assurer qu'il y ait un impact développemental réel et de s'assurer que les contrats qui vont être mis en place avec les parties finales vont être des contrats conformes à nos prérequis. Donc en réalité, généralement, ces lignes que nous appelons ces lignes de financement sont soit en dollars ou en euros. Nous ne faisons pas pour les zones CFA pour le moment des lignes en monnaie locale, donc ce sont des lignes en devise forte, mais vu que pour le moment vous avez une parité euro-CFA, donc il y a une traduction directe du montant de financement en euros en CFA. Ensuite, pour ce qui concerne les modes de financement, ce matin je pense que le professeur Walid s'est étendu longuement sur les différents types d'instruments, la vente en tempérament par exemple, la Murabaha, la commodity Murabaha, l'Ijara, le leasing, l'Istisna, etc. et tous les autres types de produits qui doivent être des financements conformes au précepte de la finance islamique. Donc le montant de la ligne, comme je l'ai dit plus tôt, il sera basé sur le final scoring de l'institution au vu de ses performances par rapport à certains critères macroéconomiques, au vu de performances par rapport à certains critères spécifiques et un benchmarking par rapport à l'industrie et par rapport à l'entité elle-même. Donc, les modalités, comme expliqué plus haut, dont vont comprendre une devise, le mode de financement, le montant de la ligne. Il y a des frais. Contrairement aux autres banques ou aux banques conventionnelles ou aux institutions conventionnelles de développement, à la CID, je pense aussi à la BID, mais je ne connais pas précisément vos contrats, nous n'avons pas une fourchette large de fees, comment on dit fees, de commission, de frais, voilà. Et nous n'avons pas une large commission de frais, comme par exemple des due diligence fees, des appraisal fees, des front-end fees, etc. Tous ces frais chez nous n'existent pas, mais nous avons juste des frais que nous appelons des frais de dossier, okay? Que nous appelons en anglais admin fees, administrative fees, qui représentent un pourcentage de la ligne qui va être accordée. Donc, c'est une des différences que nous avons avec les lignes conventionnelles. En termes de durée, vous avez des durées qui peuvent aller de 3 à 7 ans, y compris une période d'implémentation et une période de grâce, qui peut aller jusqu'à 9 mois. La marge de la CID, comme on l'a dit plus tôt, il y a des termes que nous n'utilisons pas. Nous n'avons pas
de taux d'intérêt, etc., nous parlons d'une marge sur laquelle va être adossée la ligne de financement qui va être mise en place. Donc le montant maximal qui pourrait être alloué à un sous-projet va être en fonction de la ligne. Il y a un pourcentage qui peut être discuté ou négocié, mais qui ne doit pas dépasser au maximum 40% de la ligne de financement qui pourrait être accordée à un seul projet. Donc si par exemple on nous accorde une ligne de financement à une institution bancaire pour un montant, disons, de 10 millions d'euros ou 10 milliards de francs CFA, nos attentes sont que, au travers de cette ligne, plusieurs projets doivent être financés, mais le montant maximal d'un seul sous-projet devrait être au maximum de, je dis 10 milliards, je pense, donc 4 milliards de francs CFA. Donc, des pénalités de retard peuvent être applicables, mais ces pénalités ne pourront jamais être utilisées par la CID, mais vont être remises à un organe caritatif pour soutenir nos actions sociales. Et en termes de structuration, une lettre de garantie pourra être requise en fonction de la structure à laquelle nous allons mettre en place la ligne de financement. Donc, il y a une innovation que nous apportons dans notre intervention, ce qui nous avait permis de soutenir Afriland First Bank. Comme vous le savez, nous sommes donc une institution islamique qui opère par rapport à un certain nombre de préceptes. Et la première question qui vient est de nous dire, mais oui, mais comment vous soutenez donc des institutions? Par exemple, on sait que vous travaillez avec la BOAD, ils n'ont pas une fenêtre islamique. Vous soutenez beaucoup d'institutions qui ne sont pas forcément des institutions islamiques. Comment ça se fait? C'est un peu l'innovation qui a été apportée dans la structuration de nos lignes. Nos lignes peuvent être mises en place dans des institutions qui ont des fenêtres islamiques ou sont complètement islamiques, mais aussi dans des institutions qui ne sont pas islamiques. Dans ce cas précisément, nous allons mettre en place un type de contrat, un contrat d'agent, un contrat d'agence, la Wakala, qui nous permet donc, au travers de l'institution financière qui n'est pas islamique, de toucher directement les SMEs, ou les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que l'institution X, qui ne serait pas une institution islamique, elle nous servirait d'agent. Elle irait et trouverait les différents types de potentiels bénéficiaires et reviendrait vers nous et nous dira, vous la CID, nous avons un certain nombre de clients qui pourraient être éligibles pour vos financements. On souhaiterait que vous puissiez mettre en place une ligne de financement pour ces bénéficiaires-là et nous allons vous servir d'agent. Nous avons pu négocier avec ces intermédiaires ou ces contreparties un montant de temps. Le coût de sortie sera de temps. On souhaite que vous puissiez nous financer à tel montant. C'est ce type de structuration que nous avons appelé financement indirect par un contrat d'agent, Wakala, contrat d'agence pour les institutions conventionnelles. D'un autre côté, nous avons des financements qui peuvent être directs. Si vous êtes une institution islamique ou si vous avez une fenêtre islamique, on peut faire un financement direct dans lequel nous vous apportons la ressource. Et cette ressource, c'est vous-même qui l'utilisez conformément à vos mécanismes d'allocation de prêts et des financements pour l'utilisation de vos bénéficiaires. Donc je pense que cette slide résume très bien notre intervention. Comme je l'explique une fois de plus, ça peut être une intervention directe. Si vous êtes une institution islamique ou si vous avez une fenêtre islamique, l'intervention peut être directe. Nous pouvons vous apporter directement le financement et ensuite, vous, selon vos principes et vos contrats, vous les allouez aux différents bénéficiaires que vous avez sélectionnés. Lorsque vous n'êtes pas une institution islamique, nous passons par vous, vous devenez notre agent et nous nous prêtons directement à vos clients que vous avez sélectionnés pour notre compte, que vous nous avez amenés pour les financer. Donc, il y a ces deux points d'intervention qui nous permettent à ce moment-là d'être présents dans des marchés où il n'y a pas réellement encore d'institutions totalement islamiques et où nous travaillons avec des institutions conventionnelles où nous leur mettons en place des lignes qui sont ce que nous pouvons appeler Sharia compliant, complètement en conformité avec la finance islamique. Dans le cas d'espèces, comme je l'ai présenté plus tôt, il y a donc un financement direct et un financement indirect et le rôle de l'institution financière, il est assez précis et spécifique. Dans le cas de la Wakala, qui est un contrat d'agent, donc vous n'êtes qu'un de mes agents, vous allez identifier et évaluer les clients et les projets, vous allez établir la documentation juridique qu'on vous aura remise. Nous avons un de nos lawyers, M. Kamel Sarsa, qui est présent. On aura déjà préparé des contrats que nous allons vous remettre.
Donc, et vous allez, vous, en tant qu'institution financière, garantir le remboursement intégral par le client et lui demander tout type de collatéral. Tout type de garantie. Ensuite, vous demanderez donc à la CID d'effectuer le paiement en faveur des fournisseurs, comme on l'a expliqué ce matin, et le Wakil donc, va se charger d'assurer le suivi de la mise en œuvre du projet et d'établir un rapport relatif au projet. Comme je l'ai dit plus tôt, nos interventions sont vraiment menées par un triple objectif, un objectif financier, un objectif d'impact développemental, s'assurer qu'il est effectif et réel, et un objectif de promotion de la finance islamique. Donc, lorsqu'on aura à faire un audit en conformité charaïque, il faudrait que tout puisse se regrouper. La performance financière, l'impact développemental et la promotion et le développement de la finance islamique en ayant des contrats qui sont des contrats bien ficelés. Donc, en finalité, il faudra s'assurer que le client effectue les versements en temps défini. Je pense que lors de nos discussions en cas pratique et en cas théorique, avec Afriland, on repassera sur ce point-là. Maintenant, pour ce qui concerne le rôle des institutions financières dans un cas de commodity murabaha, vous vous rappelez que dans un cas de commodity murabaha, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un financement direct. Vous êtes une institution islamique, moi je suis une banque islamique, je vous apporte directement le financement et vous vous chargez plus tard donc d'allouer le financement selon vos modes d'investissement et selon vos critères. Donc dans ce cas-là, la CID finance directement la banque, c'est-à-dire vous. La banque s'engage à financer les PME selon les critères islamiques puisqu'elle est déjà une finance islamique. On lui fait confiance, elle a ses process et son processus et elle s'engage à le faire. L'institution s'engage à respecter les modalités de paiement préalablement fixées et effectue en temps opportun les versements dans les comptes séquestres de la CID. Donc c'est un peu la structuration telle qu'elle est définie et telle qu'elle se montre. Donc maintenant, je crois que j'ai donné suffisamment d'explications spécifiques. Dans le cadre de ce tableau, qui est un tableau assez précis, on vous montre en fait les différentes composantes et chacune des interventions, comment chacun des acteurs se positionne. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous avez une intervention directe. Lorsque vous avez une institution islamique en vis-à-vis, vous avez une intervention indirecte lorsque vous avez une institution de finance conventionnelle avec laquelle vous allez donc signer un contrat de wakala, qui est un contrat d'agence, qui vous permet à ce moment-là d'identifier les clients, etc., etc., etc. Dans ce schéma, en fait, on vous montre le rôle de chacun des intervenants. Vous avez ICD, vous avez la banque, et vous avez la SMEs, donc la petite et moyenne entreprise que l'on veut financer, qui est tout au bout. Donc, la première flèche qui est représentée ici, où vous avez donc, on est dans un cadre d'un contrat d'agence, vous n'êtes pas une institution financière donc islamique, vous êtes mon agent. Donc, la première flèche vous montre qu'il y a un contrat d'agence qui va être établi entre vous et nous, c'est-à-dire que c'est le point 1. Ensuite, la deuxième, il y aura un accord puisque une fois que le contrat d'agence est établi, nous allons donc maintenant financer la SMEs, donc la banque et la SMEs. Donc il y aura un accord de Mouraba qui sera mis en place entre la banque et la SMEs. Et comme on l'a dit, le but de financement est l'appui et au soutien à la SME qui a pour objectif en fait d'acquérir des machines, des équipements et du working capital, donc du fonds de roulement. Donc, c'est ces trois volets que nous allons financer dans le cadre de notre appui à la SMEs. Les équipements, machineries, equipment et le fonds de roulement. Et donc, en 4, vous avez le contrat d'approvisionnement avec le supplier, avec le fournisseur. En 5, vous avez à ce moment-là les fonds qui sont requis qui sont donc transmis par ICD, qui sont envoyés directement au supplier ou peuvent passer par la banque pendant un certain délai. En 6, donc, vous avez à ce moment-là le paiement effectif qui est fait au supplier, au fournisseur. En 7, vous avez donc le repayment plan et la livraison des biens qui sont mis en place. Et en 8, vous avez le compte séquestre qui est réapprovisionné par vos remboursements. Et en 9, donc, la banque qui est totalement payée et qui rembourse donc ICD. Donc, en fait, comme on l'a expliqué plus haut, c'est une structuration qui est assez
logique une fois qu'on a bien compris les différents mécanismes. Les juristes aujourd'hui et demain, dans le cadre de leur discussion, pourront repasser en détail ces éléments-là, mais comme je l'ai expliqué, il peut y avoir une intervention directe, une intervention indirecte, et en fonction du type d'intervention, les différents acteurs ont un rôle bien précis et le canevas d'intervention de chacun d'eux est bien défini, les types de contrats sont connus et sont définis, les marges d'intermédiation sont connues et sont définies, les types d'intervention sont aussi connus et bien définis. Donc, dans cette slide, nous vous mettons en perspective en fait le modèle de décaissement par une wakala, comme je l'ai expliqué, par l'intermédiaire d'une institution. Donc, les décaissements, on peut aller graduellement, mais je pense que je l'ai expliqué de façon séquentielle. Et ensuite, le mécanisme de remboursement de l'institution financière conventionnelle et de la PME vis-à-vis d'ICD est ici, une fois de plus encore bien expliqué, où on montre le rôle de chacun des intervenants, à l'échéancier final de remboursement qui est donné par ICD vis-à-vis la banque à la SMEs et les différents remboursements qui sont effectués via le compte séquestre par la petite et moyenne entreprise dans le compte séquestre qui rembourse en partie la banque et ICD d'un autre côté qui est remboursé. Et chacun des intervenants récupère sa marge et son profit à différentes étapes du financement. Donc, quel est donc l'impact de cette modalité d'intervention sur les différentes institutions financières? Il y a différents types d'impacts. Il y a un premier que l'on va expliciter, donc les incidences comptables pour les institutions financières lors du décaissement de la facilité de trésorerie. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, lors d'une intervention avec une institution conventionnelle, le soutien se fait au travers d'un contrat d'agence. Il y a une spécificité qui peut être apportée, c'est-à-dire une facilité de trésorerie qui peut être mise en place pour le bénéfice de cette institution-là. Donc, cette facilité de trésorerie est appelée donc la Commodity Murabaha, qui est mise en place durant la période d'intervention, implementation, la période d'implémentation de la ligne de financement qui peut durer un maximum d'1 an. Durant cette période, cet argent est décaissé pour le bénéfice de l'institution. Durant cette période, l'institution donc mobilise son énergie pour mettre à jour son plan d'affaires, son pipeline, identifier les potentiels bénéficiaires, s'assurer que les contrats sont bien ficelés pour pouvoir, à ce moment-là, après pouvoir déployer la ligne effectivement pour les différents bénéficiaires. Donc la première étape, ça c'est un exemple qui est pris, où l'incidence comptable pour l'institution financière, lors du décaissement de la facilité de trésorerie, donc la Commodity Murabaha, la CID, c'est-à-dire nous, accordera une facilité de trésorerie à court terme d'une durée d'1 an non renouvelable à l'institution financière, comme je l'ai expliqué, qu'il utilisera pour ses besoins de trésorerie. Donc cette facilité, Commodity Murabaha, est dès lors considérée comme un placement de trésorerie à court terme. Donc l'institution devient par la même occasion créancier vis-à-vis de la CID. Comme je l'ai expliqué, durant donc l'année où les 12 mois durant laquelle cette facilité de trésorerie sera mise en place, l'institution va devenir créancière vis-à-vis de la CID. Ainsi, la rubrique prêt auprès d'autres institutions financières dans les états financiers de l'institution financière indiquera le montant du prêt contracté auprès de la CID. Et ensuite, donc l'institution financière devra dès lors effectuer des paiements différés concernant le montant principal majoré de la marge de profit, donc suivant un échéancier initialement convenu. Comme je l'ai expliqué plus tôt, nous sommes toujours dans un cadre de financement indirect, mais il y a une nuance ici où nous apportons une facilité de trésorerie à l'institution pendant une durée maximale d'1 année pour qu'ensuite elle puisse retrocéder aux différentes PME, PMI, les facilités, non pas les facilités, mais les différentes structures de financement qu'elles vont leur accorder dans une deuxième étape. Donc la première étape est la facilité de trésorerie. La deuxième étape est la convention d'agence, ou la wakala qui avait été signée au départ, au cours de laquelle les différents sous-contrats vont être mis en place. Donc les sous-contrats pourront être des contrats Murabaha, Mudaraba, Musharaka
Ijara, Istisna. Ce sont ces différents types de contrats que nous vous avions définis ce matin. Et la troisième étape concerne donc le remboursement et nous aurons l'occasion donc de façon pratique de discuter ces points-là. Donc en cas pratique, nous avons fait un petit exemple où nous avons un accord de financement qui est mis en place pour une institution. C'était pour vous donner, au-delà de la théorie, vous donner des éléments assez spécifiques et des éléments pratiques. Comme exemple, où la CID octroie une ligne de financement à une certaine banque qui peut être XYZ banque d'un montant de 20 millions d'euros. C'est un montant pour une durée, une maturité de 5 ans, des frais de dossier de 1% et une marge de 6% par an. Et dans le cadre de cet appui, l'institution demande à bénéficier de la facilité de trésorerie qui est la commodity Murabaha. Donc, dans le cas d'espèce, comme je l'ai expliqué plus tôt, la facilité de trésorerie d'1 an, elle est correspondant à la période d'implémentation, elle est mise en place et la banque XYZ utilise ces fonds pour ses besoins de trésorerie pendant les 12 mois. Et ensuite, après cela, le remboursement de la facilité est fait dans un compte séquestre avec la marge et après, la convention d'agence, donc le contrat Wakala, il est mis en place, au cours duquel donc, la banque va utiliser le principal qu'elle avait rétrocédé à la CID comme fonds pour allouer aux différents projets qu'elle souhaite financer par l'entremise de la CID. Donc, nous sommes à la 4e étape ici, où la convention d'agence est signée entre la CID et XYZ. La maturité restante, puisque la banque avait bénéficié d'une facilité de trésorerie d'1 an. La ligne était de 5 ans. Donc la maturité restante maintenant, elle est d'1 an. Elle est de 4 ans, pardonnez-moi. Elle est de 4 ans pour les financements qu'elle pourra accorder aux différentes PME-PMI. Ensuite, pour ce qui concerne maintenant la marge de profit, la banque, c'est-à-dire ICD, aura accordé donc la ligne à la banque XYZ à un coût spécifique qui est une marge de profit de 5, de 6 ou peu importe le pourcentage. Maintenant, la banque, lorsqu'elle s'engage avec ses clients à elle et qu'elle leur propose l'octroi de la ligne, elle a le droit de majorer cette ligne d'un surplus qui lui permet de couvrir ses différents coûts. Et donc, c'est à ce point-là que nous disons, donc XYZ identifie et sélectionne la PME, ABC, SARL et décide donc de la financer. Donc, et maintenant, au niveau du financement, comme je l'ai expliqué plus tôt, différentes modalités peuvent être mises en place. Vous pouvez avoir des financements de Murabaha, de Mudaraba, de Musharaka, d'Ijara, d'Istisna, etc. Ça, ce sont les sous-jacents et les sous-contrats qui vont permettre maintenant donc de financer ABC. Donc, ensuite, donc, ABC est financé selon une durée avec des modalités bien précises. Et ensuite, une fois que le décaissement est fait auprès des différents fournisseurs, la phase de remboursement se met en place et ABC donc commence à rembourser selon les modalités de remboursement et l'échéancier qui a été entendu. Donc, en termes de glossaire, je pense que les termes, on les a déjà évoqués. Et maintenant, en termes de partenaires, simplement pour vous donner des éléments un peu plus à jour sur les différentes institutions. Nous sommes assez présents en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Nous avons essayé de vous donner des éléments d'information, ce qui concerne principalement aujourd'hui plus ou moins l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, un peu les zones. On a quelques banques nigérianes, c'est vrai, mais on a essayé de vous donner un mix. Mais nous sommes présents dans d'autres parties du monde, que ce soit en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, nous avons des lignes au Pakistan, en Indonésie, dans beaucoup d'autres pays membres, en Turquie et d'autres. Mais notre modèle actuel de développement, dans le cadre de la diversification de nos opérations, nous souhaitons renforcer notre présence dans les pays de l'Afrique subsaharienne, où nous savons qu'il y a une demande et un potentiel assez intéressant pour le devenir des lignes de financement. Donc j'ai essayé vraiment en ramasser, de vous donner des points
des points relativement rapides et vraiment essayer de simplifier au maximum les éléments de discussion. Et comme je l'ai dit plus tôt, ici vraiment le but c'est de, avec des différents partenaires actuels et potentiels, leur donner des éléments d'information assez simples qui leur permettent, avec les décideurs chez eux en local ou dans leurs différents comités, de pouvoir expliquer le type d'assistance et d'intervention dont ils peuvent bénéficier de la BID et d'ICD. En clair, pour être bénéficiaire d'une ligne d'ICD, on n'a pas besoin d'être une institution islamique ou d'avoir une fenêtre islamique. Ça, c'est le premier point. Car les lignes de financement, aujourd'hui, permettent une intervention du haut pôle, où on peut aller directement en accompagnement en finance islamique pour des institutions islamiques et avec des contrats d'agence pour des institutions qui ne sont pas encore conformément, enfin qui n'opèrent pas encore conformément à la charia, mais qui peuvent bénéficier de ces financements. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, en termes d'assistance et de rapidité et d'instruction de différents dossiers. Comme je l'ai dit, tous les outils aujourd'hui sont en place, des outils didactiques, des outils numériques. Vous avez un site sur lequel vous pouvez directement mettre en place vos différentes requêtes. Donc vraiment, de ce point de vue-là, il y a quand même une certaine rapidité qui peut être mise en exergue. Maintenant, avec nos partenaires locaux, nous avons des exemples. Vous avez des exemples dans vos sous-régions. Vous avez certains exemples dans votre pays, vous avez des exemples dans des régions similaires aux vôtres, comme la zone UEMOA, où nous sommes relativement présents. Et ça vous donne déjà un petit état d'esprit de nos possibilités à moyen et long terme. Ensuite, en matière de supervision et d'intervention, personnellement, pour le moment, je suis basé à Jeddah. J'ai mon collègue Rachid qui est basé à Dakar. J'ai mon collègue Bouakari basé à Dakar, mais qui sera basé à Jeddah, mais qui sera bientôt basé sur Dakar. Donc, les différentes structures de lignes de financement se diffusent et se mettent en place dans les différentes régions pour pouvoir être beaucoup plus proches des bénéficiaires et des clients et pour pouvoir les accompagner, puisqu'on a bien à cœur le fait que ce type de financement a besoin d'accompagnement, a besoin de formation, a besoin d'engagement. Et c'est l'expérience que nous avons eue dans les autres régions où lorsque nous avons eu à avoir des interventions, elles ont toujours été accompagnées par des différents types de séminaires, d'accompagnement, de formation des différentes banques. Au début, c'est toujours un peu difficile. Il faut se familiariser avec le jargon, il faut se familiariser avec les méthodes, il faut comprendre un peu la documentation. Mais une fois qu'on s'approprie ces éléments-là, ce n'est pas plus compliqué que ce que vous faites actuellement. Beaucoup d'entre vous sont banquiers, font appel généralement à des types de contrats standards. C'est la même approche, vous aurez un type de contrat standard. Il faut simplement bien comprendre la structuration telle qu'elle se dessine, bien comprendre les interventions, les intervenants, à chacun quel est son rôle, et bien comprendre les différents mécanismes juridiques. Donc, nous sommes présents cet après-midi pour vous apporter toutes les clarifications nécessaires dans ce domaine. Comme j'ai dit, moi je suis vraiment la personne qui est peut-être la moins... enfin, pas la moins impliquée, dans le sens où, couvrant plusieurs régions, c'est vraiment les différentes officeurs que vous avez en face de vous qui sont les chevilles ouvrières de tous les jours pour finaliser vos contrats, pour finaliser les différents accords. Et c'est eux réellement qui participent à diffuser tout ce savoir et à vous soutenir, à vous aider. Moi, je fais vraiment un rôle de fédérateur et de soutien et d'appui. Donc, réellement, ils sont là. L'objectif de la mission, c'est qu'ils puissent s'engager, vous connaître et avoir un peu plus d'informations sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, et nous permettre de nous le remonter s'il y a un besoin, un appui. Vous avez nos contacts, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, pour ce qui concerne la BID ou la CID, de façon directe ou indirecte, vous savez où nous joindre. Je vous remercie.